derniers flocons de l'hiver enveloppent les toits de Paris. Les mouettes s'invitent en ville, ambassadrices de la vie sauvage. Du cœur de la capitale jusqu'aux limites de l'Île-de-France, l'invasion est à double sens. L'urbanisation grignote la campagne et la nature investit la ville. Dans cet univers où l'homme est omniprésent, quelle place reste-t-il pour l'animal et le végétal ? Quels sont les petits débrouillards qui parviennent à s'adapter pour survivre ? Certains se cachent, d'autres évoluent juste sous nos yeux. Insoupçonnables ou familiers, ces opportunistes sont-ils condamnés à disparaître ? Ou représentent-ils les animaux de demain ? La nature en Île-de-France révèle l'un des visages de la France sauvage. Pour nourrir les milliers d'humains concentrés dans les cités, de grandes zones de culture sont nécessaires. En Île-de-France, même les plus gros mammifères s'habituent à l'homme. Pour le chevreuil, le bruit des moteurs ne représente aucun danger. C'est à peine s'il dresse encore l'oreille. Le lièvre ne craint pas plus le renard que les bolides des humains. Côté vitesse, c'est un vrai champion. Il peut piquer un sprint à près de 70 km/h, surtout s'il s'agit de courser les femelles. Début mars, c'est déjà la saison des amours. Hélas, ça manque de filles, et malheur à celle qui ouvre le bal. Le harcèlement peut durer toute la journée. Le lièvre est un amoureux brutal, aussi agressif avec ses rivaux qu'avec la femelle. La poursuite est longue, mais l'accouplement est bref. Les batailles amoureuses se prolongeront jusqu'au printemps. Les terres labourées sont des pistes de course pour les lièvres et des plateaux repas pour les corneilles qui y trouvent des graines et des insectes. À Paris, les parcs représentent de petits échantillons de nature où les animaux sauvages peuvent s'abriter, se nourrir et se reproduire. Cette corneille du bois de Vincennes est une vraie citadine. Son plumage a perdu de sa belle couleur noire, car la corneille a des carences. Victime de la malbouffe, elle a pris l'habitude de manger n'importe quoi. Comme tous les corvidés, la corneille est particulièrement intelligente. Ses seuls instruments sont ses griffes et son bec, mais elle sait s'en servir. La corneille a su s'intégrer parfaitement au milieu urbain. À l'opposé, certains animaux des villes sont totalement déconnectés des écosystèmes naturels. Le chien est un paradoxe. Il a suivi l'homme dans son univers de béton, bien loin de la nature.
Tous différents et pourtant tous semblables, les chiens ont gardé leur instinct d'animal sauvage hérité de leur ancêtre, le loup. Comme les loups, les chiens sont des animaux de meute. Courir en groupe, c'est comme chasser ensemble, même si la proie est symbolique. Le loup écorche ses proies pour en arracher la peau. Ce teckel fait exactement la même chose avec un bout de bois. Comme les loups, les chiens se reniflent pour s'identifier. Lorsqu'ils se flairent le museau, ils le font la tête de biais. C'est une politesse, car le regard de face est un défi. À chaque rencontre, une hiérarchie s'impose rapidement. Le dominant se tient très droit, le dominé se replie sur lui-même ou se couche. Ce n'est pas forcément le plus gros qui commande. Un chien maltraité ou agressé sait se servir de ses dents et retrouve vite son instinct sauvage. Mais ceux-là sont heureux. Dans une relation normale avec son maître, l'animal est pacifique. L'humain le nourrit et le caresse. Le chien lui fait confiance et dépend totalement de lui. On est loin du loup. Pendant que le meilleur ami de l'homme gambade, les corneilles se rassemblent pour la nuit. Ce sont des oiseaux grégaires qui dorment en famille. La nuit venue, le crapaud commun sort du bois et migre vers l'étang le plus proche pour se reproduire. Dès les premiers jours du printemps, la hausse des températures lance le signal du grand rendez-vous dans toutes les mares d'Île-de-France. Certains parcourent jusqu'à 2 km, mais le crapaud ne connaît rien au code de la route. Chaque nuit, des milliers d'amphibiens se font écraser. En amour, le crapaud est un vrai pot de colle. Le mâle est plus petit que la femelle, ça tombe bien, car elle va l'avoir sur le dos un bon moment. Chez les crapauds aussi, ça manque de filles. Les pauvres femelles, un peu comme les lièvres, sont envahies de prétendants. Les mâles jouent des coudes, ou plutôt de la savate, pour éjecter les concurrents.
Dans l'eau, la fête bat son plein. Les derniers célibataires s'agitent en tous sens pour trouver une partenaire. Ils ne quitteront la mare qu'une fois leurs œufs pondus et ils devront à nouveau affronter les dangers de la route. La nuit, Paris change de rythme et un autre monde s'anime. Une vie discrète et sauvage, inconnue des touristes et des noctambules. Le rat sur mulot vit proche de l'homme depuis des siècles. On l'appelle aussi rat d'égout. C'est un rongeur pas comme les autres, qui se régale de viande et de détritus divers. Comme la corneille, le rat joue les éboueurs. Le surmulot n'est pas là par hasard. Non seulement il s'adapte, mais il est remarquablement intelligent, capable d'observer, d'apprendre, de changer de comportement pour déjouer les pièges des humains. L'homme ne se débarrassera jamais du rat. Il prospère en ville et on en compte plusieurs pour chaque Parisien. Entre les pavés, les fleurs. Même coincées entre deux immeubles, elles suivent le rythme universel des saisons. Au bord des routes, les haies naturelles se réveillent. Malgré l'urbanisation et la pollution, de nombreuses plantes sauvages subsistent en Île-de-France. Les premières fleurs attirent les premiers butineurs. Le bourdon cul-rouge tire la langue pour en aspirer le nectar. De petits écosystèmes se forment sur la moindre parcelle de terrain restée naturelle. Si la parcelle est plus grande, elle peut attirer des animaux impressionnants. Au nord de Paris, le parc de la Courneuve est le plus grand d'Île-de-France avec ses 400 hectares. Ce havre de nature est un refuge idéal pour le héron cendré. À chaque nouvelle génération, les jeunes oiseaux cherchent un territoire. Petit à petit, des hérons s'installent de plus en plus près des villes. Il leur faut juste de grands arbres et de l'eau. En avril, dans la héronnière de la Courneuve, les oisillons sont déjà grands. Les adultes se rassemblent pour la reproduction, mais ils se nourrissent généralement seuls. Le mâle ne sait pas où pêche sa partenaire, et réciproquement.
Le plan d'eau attire toutes sortes d'oiseaux aquatiques. Canards colverts, grèbes huppés, poules d'eau, foulques macroules ou grèbes castagneux se croisent sur l'étang. Pour chercher la castagne, les oiseaux ne sont pas les derniers. Les foulques sont encore plus agressifs que les colverts. Elles ébouriffent leur plumage pour impressionner l'adversaire. De l'autre côté de l'étang, les grèbes huppées ont commencé leur cérémonie nuptiale. Les couples paradent face à face, s'offrant des brindilles en guise de cadeau de noces. Tout ça à 2 pas de la grande ville, comme si le monde des hommes n'existait pas. Le décor est artificiel, mais la vie sauvage a su réinvestir les lieux, même là où elle avait totalement disparu. Le gazon n'est pas plus naturel que le plan d'eau. Mais le moindre espace vert devient un supermarché pour les animaux des zones urbaines. La foule qui fait ses courses. Elle marche avec des palmes qui trahissent ses mœurs aquatiques. Aussi opportuniste que la pie, elle se nourrit de plantes ou de petites bestioles. La pie est la cousine de la corneille, mais les 2 oiseaux sont en concurrence. Ils ont le même régime alimentaire et les mêmes besoins. Petit à petit, les corneilles gagnent la partie et supplantent les pies dans la capitale. Sur les pelouses de la Courneuve, les lapins sont occupés à effeuiller les pâquerettes. Les adultes se reproduisent comme des lapins, du mois de février au mois d'août. Les lapins sont partout, dans les espaces verts, en centre-ville, comme sur les aéroports. L'important pour eux, c'est d'avoir des herbes à grignoter et de quoi creuser leur terrier. Mais tous les trous de lapin ne sont pas réglementaires. Les lapins se multiplient facilement. Ils peuvent vite devenir gênants aux yeux des humains. Un seul couple pourrait en théorie avoir 13 millions de descendants en 3 ans. En théorie seulement, car les prédateurs existent. Contre l'invasion des lapins, la nature a prévu des solutions. Et le renard est l'une des plus efficaces. En ville comme en pleine campagne, le renard est un champion de l'adaptation. Opportuniste, discret, il s'infiltre jusque dans les espaces verts de la capitale.
Dans l'étang, les œufs des crapauds ont éclos. Les têtards se développent. Ils sont encore des milliers, mais très peu résisteront aux maladies, à la pollution ou aux prédateurs. L'essentiel, c'est qu'ils soient assez nombreux pour assurer la survie de l'espèce. Les bébés foulques grandissent eux aussi, indifférents à la présence des humains. Chacun vit dans son monde sans déranger l'autre. Tous ces animaux apprécient la sécurité de l'endroit. On ne chasse pas dans les parcs publics. Même si le renard rôde, les prédateurs sont rares et la police veille. En mai, le soleil est escorté par les gendarmes. Ces jolies punaises suivent son mouvement tout au long de la journée. On les appelle aussi cherche-midi, car elles fuient l'ombre pour se rassembler dans les endroits les mieux exposés. Les gendarmes s'accouplent dos à dos en un étrange ballet de masques africains. L'organe du mâle est une vraie ventouse. Pour les gendarmes aussi, le printemps est la saison des amours. Comme les gendarmes, les pissenlits accompagnent la course du soleil. Il s'ouvre lorsqu'il apparaît, s'oriente vers lui tout au long de la journée et se ferme le soir venu. Comment sont-ils arrivés là? Par les airs. Leurs graines sont de petits parachutes qui peuvent parcourir plusieurs kilomètres. Elles sont capables de germer sur le moindre bout de trottoir. Les pissenlits livrent une bataille secrète aux autres plantes. Une guerre chimique. Ils fabriquent une sorte de gaz de combat, l'éthylène, qui empêche les concurrentes de pousser. Rien ne freine l'expansion des pissenlits. Ils peuvent couvrir des prairies entières. Et leur présence attire les butineurs. L'association entre les fleurs et les insectes qui les butinent existe partout, y compris en ville. Des fleurs originaires de toute la planète offrent leurs couleurs et leurs parfums aux insectes parisiens.
En été, la vie parisienne ne manque pas de piquant. La capitale abrite de nombreuses ruches, souvent cachées sur les toits. À 2 pas de la tour Eiffel, celles-ci sont occupées par une colonie d'abeilles de Buckfast, une variété choisie pour son caractère peu agressif. Voisinage oblige. Le miel parisien a bonne réputation. Il ne contient pas les pesticides dont on arrose les campagnes. De là à dire qu'il n'y a pas de pollution dans les villes. La couleur du ciel parle d'elle-même. L'air de Paris est pollué de poussières diverses, principalement celles qui s'échappent des voitures. Le plus parigot des oiseaux, c'est sans doute le moineau. Avec ses nombreuses cavités, ce vieux mur délabré lui offre un vrai HLM. Les fissures et les abris se font rares en ville. Les moineaux disparaissent des quartiers riches, trop rénovés, trop lisses. Pour les piafs, c'est souvent la saison des amours. Mais s'accoupler n'est pas si simple. Le mâle n'a pas d'organe d'intromission. La fécondation doit se faire par contact de cloaque à cloaque. Et là, c'est pas gagné. Chez les moineaux, le mâle porte une bavette noire, la femelle est plus beige. Le petit, lui, a un large bec jaune, un signal visuel qui attire ses parents et les incite à donner la béquée. Au jardin des plantes, les moineaux profitent du travail des jardiniers. Pour eux, les graines de pavot sont une vraie drogue. Il fait beau, le mâle parade. Dans les allées, les humains laissent assez de miettes pour nourrir toute la famille. Le moineau est un oiseau social. Si l'un d'eux entame un bain de poussière, les autres l'imitent aussitôt. La poussière les aide à se débarrasser des parasites de leur plumage. Le bain de poussière, c'est contagieux. Juste en face du jardin des plantes, un petit rapace a élu domicile à l'hôpital de la Salpêtrière. Grâce à ses facultés d'adaptation, le faucon cresserelle se reproduit dans la capitale. Une 50aine de couples nichent aujourd'hui dans Paris intramuros. Début juillet, pendant que les parents chassent, les jeunes se musclent les ailes et se préparent pour le grand saut.
Les cresserelles chassent des rongeurs et capturent aussi de jeunes moineaux, en fondant sur eux par surprise ou en les attrapant au nid. La cresserelle chasse le plus souvent à l'affût, en vol stationnaire. Quelle que soit la force du vent, sa tête reste parfaitement immobile. C'est son oreille interne qui permet cette stabilité, indispensable pour repérer ses proies. À 2 coups d'aile du jardin des plantes, le parc de Bercy réserve une surprise de taille. Un héron cendré pêche au beau milieu des promeneurs, comme s'il était au cœur d'un marécage sauvage. Cet oiseau farouche, très difficile à approcher en pleine nature, semble ici étonnamment serein, parfaitement habitué à la présence des humains. Le héron est en costume nuptial. Pour lui, comme pour les êtres étranges qui l'entourent, c'est la période de reproduction. Il ne vient ici que pour s'alimenter. En fin de journée, il rejoint sa colonie au parc de la Courneuve. Dans le grand saule, le jeune héron a déjà sa taille adulte, mais il est encore tout gris. Il n'a pas les plumes nuptiales de son papa qui fait ses courses à Bercy. Les têtards ont achevé leur métamorphose. À peine sortis de l'eau, des centaines de crapelets migrent vers leur futur habitat. Comme leurs parents avant eux, ils doivent traverser la route. Heureusement, sur celle-ci, la circulation des voitures a été interdite par des protecteurs de la nature. Mais dans cet univers de géants, le crapelet n'est pas au bout de ses peines.
Quels que soient les obstacles, l'instinct du crapelet le pousse vers la forêt. C'est là qu'il passera toute sa vie. Sur la colline, le renard cherche inlassablement un lapin à se mettre sous les crocs. Le terrier est insondable et la proie inaccessible. Mais en zone périurbaine, un renard affamé n'hésite pas à prendre des risques. Les humains endormis ne se doutent de rien. Mais à distance, un chien a flairé le plus opportuniste des animaux sauvages. Dans l'obscurité du potager, un autre petit débrouillard sort de sa cachette. Le hérisson est un auxiliaire pour le jardinier. Il nettoie le potager des dévoreurs de salade. Un écosystème se crée avec sa chaîne alimentaire. Les blettes sont grignotés par l'escargot, qui est lui-même croqué par le hérisson. L'animal a de l'appétit. Quelques escargots ne lui suffisent pas. Le hérisson joue les pique-assiettes, mais le chat ne s'y frotte pas.
pigeon biset s'est adapté à toutes les cités du monde. Il profite de la nourriture des humains. L'histoire du biset est liée à celle de l'homme. Domestiqué depuis des siècles, il descend de races de différentes couleurs. Le biset a repris sa liberté, mais ne s'éloigne jamais des villes. Aujourd'hui, son plumage est varié, mais il garde une constante, son œil rouge. Comme les moineaux, les pigeons ont des comportements de groupe. Quand l'un d'eux picore, tous arrivent. Et quand l'un d'eux s'envole, tous repartent. Au cœur de l'été, les animaux sauvages jouent aussi les touristes. On retrouve les lapins à quelques bonds de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Mais ces lapins urbains sont un peu bizarres. Certains sont issus de croisements avec des variétés domestiques, d'autres ont la myxomatose. Malgré tout, les colonies prospèrent. Pour les humains, juillet est l'époque des départs en vacances. La grande migration estivale passe par la gare de Lyon. Les moineaux jouent les ramasse-miettes et s'offrent un sandwich à l'occasion. Un déchet dérisoire pour un humain est un festin pour un si petit animal. Si petit qu'il se moque bien des dispositifs anti-pigeons. Les moineaux aussi attendent le train, mais pas n'importe lesquels. Certains arrivent en gare couverts d'insectes écrasés. Un fast-food riche en protéines animales, servi comme sur un plateau. Même les guêpes en profitent. Une bête fauchée par la locomotive fait leur bonheur. Tous ces opportunistes arrivent à survivre en pleine ville. Aux frontières de l'Île-de-France, le cheval et la vache jouent un rôle écologique dans leurs prés, attirant divers insectes utiles ou agaçants.
Ils préservent des écosystèmes en voie de disparition. Une mésembrine de midi fouille une bouse. Cette grosse mouche y pond ses œufs. Les scatophages du fumier voient dans l'excrément un vrai lieu de rencontre amoureuse et un terrain de chasse. La bouse, c'est vachement attirant. Et c'est surtout très utile. Ça fait de l'engrais. La vache grimace pour mieux sentir les substances chimiques émises par ses consoeurs. Elles lui permettent d'analyser leur état physiologique. Ces vaches sans cornes semblent attendre la fin de leur monde. Les maisons poussent plus vite que leur herbe. En septembre, les hirondelles se rassemblent avant de migrer vers l'Afrique. Les installations des hommes leur servent de perchoir, mais en ville, elles ne trouvent plus de quoi construire leur nid et les insectes dont elles se nourrissent se font rares. En quelques années, leurs effectifs ont chuté de 80%. En Île-de-France, l'urbanisation galopante menace de nombreuses espèces. Les plus fragiles ne peuvent pas survivre sans espace naturel. La capacité d'adaptation de la nature semble infinie, mais les ambassadeurs du monde sauvage ont besoin de toute notre attention pour continuer à nous surprendre et à nous émerveiller. Leur présence nous rappelle que même en milieu urbain, nous faisons tous partie d'un même monde.